Bonjour à toutes et tous. Comme tout le monde se présente, vous avez mon nom, mais moi je suis Céline Chanas, je suis vice-présidente de la FEMS et je vais, alors pas faire grand-chose parce que c'est les autres qui ont travaillé, mais je vais un peu jouer le rôle d'animation pour cette séance, qui est une séance dont l'objectif est de parler concrètement maintenant des solutions qu'on pourrait trouver. Et le COPIL a imaginé donc un format qui s'appelle causerie de terrain, donc qui a fait l'objet donc sur les 2 jours, et il y a une répartition entre la causerie d'aujourd'hui et la causerie de demain, d'un appel à contribution des adhérents du réseau, pour lesquels il était demandé un format de quelques minutes enregistré sur une action concrète que nos adhérents ont initié, mené ou ont déjà mené sur ces questions de sobriété. Alors nous devions avoir une introduction par une personne mais qui n'a pas pu être présente, mais par contre les collègues, je les regarde parce que je ne les vois plus, de l'écomusée de l'Avenois, voilà, sont juste devant, interviendront en réel, au pied levé, et je les en remercie, donc avec un exemple concret. Donc je commence par lancer du coup les 4 formats du coup enregistrés. Et puis Monique Rouléquer de l'écomusée du Mont-Morillonnais, qui a enregistré sa causerie, mais qui est ici présente, pourra aussi, je pense, la rendre plus vivante tout à l'heure dans la partie discussion. Donc nos quatre causeurs, alors ce n'était pas fait exprès, je n'ai rien dans la répartition, mais 2 travaillent au musée de Bretagne, donc je suis désolée, mais je n'ai pas fait de lobbying. Donc nous allons commencer, donc nous aurons Manon Six qui est conservatrice en charge des collections au musée de Bretagne, Hélène Decamp qui est en charge des expositions, Monique, donc Rouléquer, qui est directrice de l'écomusée du Mont-Morillonnais, et nous terminerons avec le point de vue de Simon Legros, qui est responsable de l'atelier technique à la direction des musées de Strasbourg. Bonjour, je suis Manon Six, je suis conservatrice au musée de Bretagne et responsable des collections. Et je vais essayer d'introduire une petite réflexion sur la question de la compatibilité entre les acquisitions et la sobriété ou la transition écologique plus globalement. Alors, cette réflexion au musée de Bretagne, elle est arrivée notamment dans le cadre des grands chantiers de collection que nous avons commencé à mener, notamment à partir de 2016, sur plusieurs réserves du musée de Bretagne, les réserves art graphique et photographique. Cette dernière est actuellement encore en cours, qui ont vocation à traiter des centaines de milliers d'items du point de vue du récollement décennal, du dépoussiérage, du reconditionnement, de la numérisation des collections. Et au sein de ces grands chantiers qui ont été pour les 2 principaux externalisés, nous avons pu nous apercevoir que beaucoup de collections étaient rentrées physiquement dans nos fonds au musée de Bretagne, n'avaient pas forcément été inventoriées, ou en tous les cas pas à l'item près, pour ce qui est par exemple des négatifs photographiques. Et nous avons essayé d'y voir un peu plus clair en initiant notamment une première action de tri, ceci pour des milliers d'items des collections art graphique, qui nous a amené en effet à nous poser beaucoup de questions sur la manière dont nous avions jusqu'ici engrangé ces collections, et parfois nous ne les avions pas traitées administrativement et matériellement de manière immédiate. Alors, pour ce qui est en effet de ce sujet, les acquisitions, on pourrait tout à fait commencer par se demander s'il y en a véritablement un. Et je pense que pour beaucoup de musées, la question de l'enrichissement des collections ne se posait pas jusqu'ici quand on parlait transition écologique. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est assez paradoxal d'essayer d'être vertueux quand on doit continuer d'enrichir les collections de manière régulière, puisque le Code du patrimoine, finalement, le prévoit
conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections font partie des missions permanentes des musées de France. Toutefois, on peut quand même se poser la question, en effet, de cette compatibilité de l'enrichissement avec des enjeux de sobriété, puisque de toute évidence, la croissance nous emmène forcément vers des perspectives qui ne vont pas vers la sobriété. On pourrait bien sûr se poser beaucoup de questions. Quelle est l'empreinte carbone des acquisitions? Et surtout, quelle est aujourd'hui aussi la responsabilité des musées en la matière? Notamment si il est envisageable de pouvoir changer un petit peu de paradigme par rapport à la manière dont certains musées ont acheté jusqu'ici. On pense bien sûr aux musées de société qui, depuis les années notamment 1970-1980, ont engrangé parfois de manière exponentielle des collections et de manière aussi régulière par la suite, mais n'ont pas forcément toujours remis en cause ces aspects-là au sein de leurs activités régulières. Alors, ce que on peut en effet faire intervenir, ce sont plusieurs approches. Il y a d'abord un angle qui est purement technique, celui de faire intervenir une évaluation systématique de l'empreinte carbone de la chaîne opératoire d'une nouvelle acquisition, dans ce qu'elle comporte de transport, puisque nous allons faire des allers-voir pour aller voir les collections, jusqu'à la prise en charge matérielle. Nous allons également mettre en place des actions, souvent de conservation préventive, des infestations, des poussiérages, voire à terme de restauration quand l'objet n'est pas en bon état, ce qui a aussi une incidence en termes de bilan énergétique. Le conditionnement peut être pris en compte, sa réalisation, mais également l'achat et l'acheminement de fournitures et de matériel pour le réaliser, la conservation elle-même, le lieu de stockage, la consommation énergétique, le chauffage, la climatisation, les fluides. Mais on ne doit pas non plus oublier le volet numérique, puisque l'ensemble de cette chaîne opératoire comporte aussi une dépense énergétique en matière de numérique, que ce soit les mails que nous allons en effet échanger, le stockage administratif du dossier, mais aussi des images numérisées de l'objet. On pourrait prendre aussi, au-delà des acquisitions nouvelles, la question des collections existantes qui, elles, ont été acquises, dans le sens où souvent elles se sont accumulées jusqu'à parfois arriver à une saturation des réserves et un coût de la conservation qui peut être établi aujourd'hui si on s'en donne en effet les moyens. Enfin, ça a plutôt trait aux conditions matérielles, mais il ne faut pas oublier les conditions aussi de traitement administratif de ces collections et d'essayer d'évaluer aussi la possibilité ou l'impossibilité parfois de gérer sereinement et en un temps raisonnable les collections, leur inventaire, leur récollement à terme, leur numérisation, qui sont aussi voilà, des moments de cette chaîne opératoire qui ont aussi une incidence dans ce bilan énergétique global. Alors, dans les constats principaux de cet angle très technique, c'est qu'on y découvre très souvent un déséquilibre entre des collections pléthoriques et sous-valorisées dans certains domaines par rapport à des collections qui sont beaucoup plus lacunaires, donc souvent un déséquilibre. Et puis, on se rend compte aussi que l'enrichissement, sans réflexion sur la politique d'acquisition à long terme, sans perspective de gestion dynamique, peut souvent conduire les musées à devenir insoutenables, comme c'est parfois le cas dans beaucoup d'institutions qui conservent parfois plusieurs milliers ou centaines de milliers de collections. Alors l'autre volet possible, c'est d'essayer d'aborder la question sous un angle un peu plus global. Et on peut prendre l'exemple d'une sorte de méthode d'analyse, celle des 8 R, qui sont des verbes qui commencent par R, qui a été proposée par Serge Latouche dans un de ses articles. Dans cette méthode des 8 R, on peut retenir un certain nombre de verbes qui pourraient nous fournir des pistes. Réduire, par exemple, limiter tout simplement quantitativement les acquisitions, à partir d'une meilleure définition des politiques d'acquisition pour davantage de sélectivité, mais également de relecture ou d'affinement des axes qui sont inscrits dans le projet scientifique et culturel, qui ne va pas toujours, ce PSC, aussi loin dans le détail, mais ce sont des axes qui pourraient servir en tous les cas pour être approfondis
Axer en tous les cas cette politique d'acquisition sur des recherches ciblées à partir d'un diagnostic des collections, d'une feuille de route, permettrait de limiter les effets d'opportunité qui sont en général, on va dire, les principaux modes d'acquisition de beaucoup de musées de société, c'est-à-dire des propositions sous forme de dons qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir limiter. Réévaluer, c'est-à-dire revoir les critères d'acquisition des musées de France selon leur importance, donc qui permettrait en tous les cas d'asseoir une meilleure représentativité, l'exemplarité de certains objets, le caractère exceptionnel, l'utilité, hiérarchiser aussi ces critères. Qu'est-ce qui est véritablement fondamental, indispensable, essentiel ou plutôt important, voire intéressant pour les collections des musées? Toute une échelle, en tous les cas, de critères pourrait être davantage échafaudée, permettant en tous les cas une grille d'analyse. Et le plus difficile restant finalement la durée de vie interprétative des objets. Qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui? Qu'est-ce qui le sera dans 20 ans ou dans 100 ans? Évidemment, c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas tous répondre. Reconceptualiser, cela équivaut à mieux évaluer le projet d'acquisition en amont par comparaison avec d'autres objets grâce au temps long, ce qui existe déjà dans nos propres institutions, mais également dans d'autres musées, selon un principe de non-redondance qui permettrait aussi de pouvoir donner une vision un petit peu plus globale et permettre la distance. Renoncer, et oui, au projet d'acquisition, peu documenté, redondant ou que l'on saura difficilement conserver dans le temps, ceux aux matériaux non durables ou exigeant des conditions de conservation complexes, au profit d'une peut-être une meilleure documentation sur ces objets, mais pas forcément pour une prise en charge matérielle. Renoncer aussi peut-être aux projets ne permettant pas une valorisation aisée ou une valorisation à court, moyen terme, une valorisation presque évidente dans des projets qui seraient bien ciblés par le musée. Évidemment, ce critère-là est aussi assez difficile à prendre en compte, mais a le mérite en tous les cas de devoir être posé. Redistribuer, relocaliser, c'est aussi une piste pour solutionner parfois des déséquilibres ou des problèmes de répartition entre institutions vers une politique peut-être de dépôt véritablement développée à l'échelle nationale ou parfois des transferts de propriété, puisqu'ils sont possibles. Bien sûr, cette piste ne permet pas d'améliorer les problèmes de transport ou de gestion des collections qui restent en tous les cas à être faits, à être mis en pratique à une autre échelle, mais en tous les cas qui doivent être faits. Redynamiser cette politique de gestion des collections avec parfois des possibilités de tri pour une gestion peut-être plus responsable, des objets aux durées de vie limitées, difficilement restaurables, des collections qui parfois n'étaient que peu inventoriées mais conservées de fait au musée depuis longtemps, des collections aussi inscrites indûment à l'inventaire et pouvant rejoindre parfois les catégories de la documentation, des fonds d'archives ou de bibliothèques, comme le Code du patrimoine aujourd'hui nous le permet aussi. En un certain mot, accepter finalement l'impermanence de certains objets face aux injonctions plus pressantes qui s'imposent en tous les cas à nous depuis quasiment le 19e siècle. Euh, à une échelle, on va dire, très concrète, celle des questions que nous pourrions nous poser dès aujourd'hui si un projet d'acquisition s'imposait à nous. Il s'agit peut-être de faire une petite étape, une petite grille d'analyse personnelle à laquelle nous pourrions nous astreindre. Déjà, se donner toujours quelques jours pour juger du bien fondé de l'acquisition, parce qu'on est souvent très enthousiaste à l'idée d'acquérir de nouveaux objets. Et parfois, on se rend compte quelques jours après qu'on aurait pu peut-être faire autrement. L'objet est-il en bon état ou que dois-je déployer pour le maintenir en bon état? En question budget, question compétences, question moyens plus globalement. L'objet est-il aisé à conserver? Gabarit, matériaux, espace de stockage existant? Vais-je pouvoir l'inventorier rapidement et facilement ou en combien de temps? Et enfin, trouver 5 exemples de mise en valeur de l'objet dans des projets d'exposition, des projets de recherche, pour évaluer au mieux sa pertinence à court, moyen terme, sa représentativité ou sa polysémie.
Donc voici autant de pistes que nous pourrions essayer d'appliquer et que je laisse à votre appréciation ou votre discussion lors de ces journées professionnelles. Merci. Bonjour, donc pour moi, c'est pour représenter l'écomusée du Mont-Morillonnais qui est installé dans la Vienne, dans le Poitou. Et moi, je suis Monique Roulecker et je m'occupe essentiellement des publics et notamment sur l'aspect tourisme et pédagogique. Et donc, notre structure est associative avec 3 salariés permanents et un territoire qui est sur le sud-Vienne, en limite avec la Haute-Vienne, la Charente, et ce territoire qui est composé de 55 communes en milieu rural, traversé par la vallée de la Vienne, de la Gartempe, pour situer un petit peu les choses. Un territoire aussi marqué par l'agriculture et notamment par l'élevage ovin, et une densité de population qui est assez faible, qui tourne autour de 12-13 habitants au kilomètre. Et donc, dans les problématiques de notre écomusée, c'est aussi de pouvoir relayer le travail salarié. Donc, il y a un fort engagement bénévole, à la fois au niveau du conseil d'administration, des 2 coprésidents, Mme Gézan et M. Wolf, mais aussi une des difficultés pour nous et des gageurs par rapport à tout ce que l'on doit faire sur un écomusée sur un territoire rural, c'est d'essayer justement d'intervenir non pas seulement là où on a notre siège social, qui est la ville principale, Montmorillon, pas seulement à l'endroit où on a aussi notre centre d'interprétation, mais également justement de rayonner sur les autres communes et essayer de faire un maximum de choses sur ces 55 communes dont on parlait tout à l'heure. Donc l'idée par rapport au thème du jour sur la débrouille, chez nous, ça a toujours été de fonctionner avec des expositions de manière à ce qu'elles soient itinérantes. Et donc, on a bien sûr un travail en amont d'enquête, de réalisation avec les habitants, et puis ensuite plusieurs réalisations différentes, mais à chaque fois une exposition, il y en a une derrière moi, de quelques panneaux par exemple, qui est sur le bois et les hommes. Et donc, ça permet de pouvoir les prêter à d'autres structures. Ça peut être des mairies, ça peut être des associations locales, ça peut être une bibliothèque, enfin bon, voilà, plusieurs possibilités. Et ça va nous permettre d'intervenir sur le territoire en différents endroits et aussi d'avoir des relais avec les bénévoles ou en trouver d'autres, parce qu'on a toujours besoin d'avoir aussi des nouveaux participants à notre projet. Et par exemple, sur le bois et les âmes, on va traiter aussi de la vannerie et des savoir-faire autour de la vannerie. Eh bien, avec l'association des Amis de l'Écomusée, on a à la fois des propositions qui sont faites par des bénévoles. On va prêter cette exposition, on va faire des ateliers avec des bénévoles ou avec des salariés. Ça va permettre comme ça des temps d'échange, d'aller encore compléter ce que l'on a pu aussi engranger déjà pour cette réalisation. Et puis, de permettre d'avoir des animations en été sur notre centre d'interprétation, mais aussi de recruter de nouveaux bénévoles. Même chose avec tout ce qui est autour du rucher. Il y a eu un travail de fait avec des anciens apiculteurs ou des passionnés. Et comme exemple pour créer des liens avec des communes, on a sur la commune sur laquelle est implanté le rucher, à Saugé, on va donner des pots qui vont servir aussi pour les colis aux seniors en fin d'année. Et donc, ça nous renvoie à la question aussi d'animation, de la dynamique que l'on peut mettre en place, même si on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on n'a pas beaucoup de personnel. Et donc, le recours au bénévolat, à condition évidemment de donner envie et d'avoir que chacun y trouve son compte et de pouvoir échanger. Et pour pouvoir avoir un organe de réflexion plus important, on est aussi en train de travailler sur ce qu'on appelle pour l'instant l'écomusée de demain,
qui verra le jour dans les 3 à 4 années à venir, avec la rénovation d'un bâtiment qui permettra justement un espace de débat sur les thèmes en lien avec notre territoire, avec l'alimentation, avec la production locale et toujours cet aspect participatif et d'irriguer ce territoire méconnu, rural, mais passionnant à découvrir. Donc évidemment, je vous invite à venir sur vos temps libres, découvrir notre secteur. Donc, bonjour, Hélène Decamp. Je travaille au sein du Musée de Bretagne, donc un musée de territoire qui propose des clés de compréhension historique et sociétale de la Bretagne, intégré à un vaste établissement de culture et de savoir situé à Rennes, les Champs Libres. Au sein du pôle exposition et édition dont j'ai la charge, nous sommes chargés de la mise en œuvre d'une part des expositions temporaires, dont les thématiques portent un regard sur des sujets de société et valorise les collections photographiques du musée. D'autre part, des réaménagements du parcours de référence, un vaste plateau d'exposition de 2000 mètres carrés, qui est l'objet d'un chantier de transformation pour les 3 ans à venir. Nous intégrons l'atelier technique du musée dès les phases d'étude des projets. Et à l'issue de celle-ci, les travaux de réalisation des expositions sont scindés entre des lots externalisés et une partie de réalisation en interne, pour lesquels la logique de réemploi nous a poussé à déplacer le curseur de répartition, à minima de l'adapter à chaque projet. En effet, nous nous appuyons depuis de nombreuses années sur un stock de mobilier, de supports de présentation, de socles, cadres, triés et inventoriés à l'issue de chaque exposition, de manière à constituer une ressource accessible pour les scénographes choisis pour la conception des projets suivants. De manière générale, ils ou elles se l'approprient très bien. Dans le cadre où l'agencement confié à un prestataire, nous avons constaté que si le réemploi direct s'organise simplement, le réemploi avec transformation n'est pas toujours efficient, car il mobilise beaucoup de main-d'œuvre et multiplie les transports. Tandis que s'appuyer sur le savoir-faire de notre équipe de menuisiers et de métalliers socleurs présente plusieurs atouts. D'abord, dès la phase étude, la double connaissance des besoins scénographiques et des ressources disponibles fluidifie la capacité à projeter concrètement leur réemploi ou leur réutilisation. Par exemple, des cadres de grande dimension réalisés pour une expo 1 qui vont être réutilisés comme matière première pour une expo 2. La création de mises à distance modulables. Ensuite, la proximité des équipes qui admet les allers-voir et les vérifications en amont sécurise l'intention scénographique. La maîtrise aussi des différentes facettes d'une exposition déclenche parfois des idées ingénieuses, comme la mutualisation de fabrication. Un socle en bois qui est conçu pour être également la caisse de transport d'un objet, une maquette en l'occurrence. Enfin, l'internalisation donne de la souplesse au cahier des charges d'intervention, plus aisément modifiable et donc adaptable aux inconnus ou inattendus de la rénovation, comme lors du réaménagement de séquences complètes du parcours de référence. Donc, pour poursuivre cette démarche, nous sommes attentifs à la formation de nos équipes, avec l'idée d'initier des échanges d'expériences entre équipes techniques de musées, des temps de découverte et d'apprentissage de nouvelles pratiques ou techniques. Les équipes techniques rencontrent peu leurs homologues, alors que c'est une voie d'actualisation de leur savoir-faire, une source de motivation et un partage de réflexion vers des pratiques plus durables, l'évolution des choix de matériaux par exemple. Il apparaît nécessaire également de prendre en compte dans les fiches de poste la bonne gestion des bases de stock, à la fois le suivi informatique adapté, le tri régulier, car les éléments ont une durée de vie limitée et les espaces ne sont pas extensibles,
mais aussi pour un stockage vivant, le temps nécessaire pour organiser les prêts. Nous sommes aujourd'hui identifiés par les partenaires locaux comme un lieu de ressources. Surtout, il nous faut aujourd'hui mettre sur pied un process de donation de ce que nous ne gardons pas et ainsi accentuer la démarche de limitation des déchets produits en facilitant la réutilisation ou le recyclage par d'autres structures. Enfin, nous menons actuellement une expérimentation de réemploi complet d'une scénographie entre deux expositions à suivre, mais aux thématiques fort différentes. Les éléments mobiliers seront réagencés au sein de la salle d'exposition par l'intervention d'une entreprise d'agencement qui consistera au montage après remise à niveau des mobiliers et quelques fabrications supplémentaires. Cette expérimentation s'inscrit dans le cadre d'un marché conception-réalisation. Nous espérons qu'elle sera riche d'enseignements et surtout complémentaire de nos autres pratiques afin de faire progresser notre démarche de sobriété en adaptant moyens humains et méthodologies à nos contraintes budgétaires. Donc bonjour, je m'appelle Simon Legros, je travaille au sein des musées de Strasbourg, donc qui travaillent en réseau. Il y a 11 musées qui travaillent en réseau, dont le musée alsacien. Moi, je fais partie de l'équipe technique où on est dédié que pour les musées de Strasbourg. On travaille pas pour d'autres services de la ville. On a 3 cellules, une partie audio et électricité, audiovisuel et électricité, une partie tout ce qui est manipulation d'œuvres, accrochage, transport et travaux divers. Et donc ma cellule où on s'occupe de la partie menuiserie et métallerie, peinture. Donc travailler en réseau, bah, c'est une richesse dans le fait qu'on travaille sur différents musées, donc on voit différentes œuvres, différentes choses. Les problématiques sont pas les mêmes entre les bâtiments en fonction de leur taille, de leur âge notamment. Les besoins sont donc différents. Il y a des musées qui sont plus autonomes que d'autres ou qui ont moins de besoins du moins. Voilà. Au niveau, du constat qui est fait actuellement, on va parler principalement du montage d'exposition puisque c'est notre activité principale. Je suis en place depuis bientôt 4 ans et les premières expos qu'on a fait, on va dire 90 des scénographies étaient mises en recyclage. Donc on avait un gros souci de réutilisation. De ce que j'ai entendu, ils avaient essayé de faire, des essais par le passé qui n'ont pas été très concluants. Donc on a essayé d'arranger, enfin d'évoluer et de se poser des questions sur comment on pourrait faire mieux pour, mieux réutiliser. Donc on a fait un premier pas en changeant un peu nos méthodes de fabrication. On est mieux mais c'est encore en cours d'évolution. Le changement, il est assez récent, ça fait, je pense, 1 an, mais on n'a pas encore de vrais retours parce que les expositions sont pas toutes, démontées. Donc on est encore en phase de réflexion, de test. À terme, l'idée, ce serait d'avoir environ 70 des scénographies qui pourraient être réutilisées, ou pas de la scénographie, mais du matériel qu'on utilise pour la scénographie. Mais pour ça, le constat qui est fait, c'est qu'il faut normaliser les hauteurs de 6 mètres, normaliser les façons de fabriquer et imposer plus de choses, que ce soit au commissaire ou au scénographe. Voilà, c'est ça en fait, c'est la normalisation et la standardisation en fait qui va pouvoir faire qu'on réutilise de plus en plus. Ça n'empêche pas de, voilà, si on arrive à 70 80 de réutilisation, ce serait très bien. C'est un peu l'objectif.
Après, il y a la partie mobilier aussi. Au mobilier, par contre, on réutilise certains mobiliers qui ont bien marché sur de précédentes expositions, mais pour d'autres scénographies où, par contre, on refait tout le mobilier entièrement. Donc, il y a un deuxième axe de réflexion justement sur est-ce qu'on arrive à standardiser ou à normaliser du mobilier et l'imposer aux scénographes, ou est-ce qu'on arrive à trouver un mobilier qui peut être modulable, adaptable à chaque scénographie. Ça, c'est un projet qui vient de démarrer, donc on n'a aucun recul dessus et c'est encore là, on est encore en phase de réflexion. Il faut aussi justement qu'on voit au niveau direction, hiérarchie, ce qui peut être fait, s'il y a cette volonté aussi d'aller vers ça ou pas. Que dire de plus? Pour l'instant, c'est une démarche qui est plutôt interne à l'équipe technique, même si la direction qui vient de changer est plutôt ouverte justement de ce côté-là et souhaite axer de ce côté-là. Donc on a quand même bon espoir que ça puisse évoluer dans le bon sens. Et voilà. Autre point, c'est le coût. Le coût de faire une scénographie réutilisable est quand même plus cher en investissement initial. Donc c'est un budget qu'il faut prévoir en plus, mais qui est amorti sur le temps, puisqu'on arrive à réutiliser un maximum de choses. Voilà pour ma part. En termes de perspective, donc ça fait, moi j'ai dit 1 an, un peu moins qu'on a commencé, donc on n'a pas vraiment de retour d'expérience. Donc d'ici quelques mois, on aura une réelle idée de ce qu'on arrive à réutiliser ou pas, et surtout les nouveaux procédés qu'on va mettre en œuvre pour une prochaine exposition musée historique, afin de savoir si c'est vraiment le bon procédé ou pas. Voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà, donc nos causeurs en ligne, c'est terminé. Je propose aux causeurs sur place de venir intervenir. Et donc je vais laisser Mathilde se présenter. Ceux qui étaient là aux rencontres professionnelles l'an dernier m'ont déjà écouté sur la création et le design. C'est son cœur de métier, mais là elle va nous parler d'autre chose. Je trouve que c'est intéressant dans la transition avec peut-être les deux précédentes interventions, c'est que ça pose aussi, ça fera plaisir à Serge, sur quel est le cœur de nos métiers, aussi de la question du service public. C'est que dans cette ambition sociale et écologique, il y a aussi la question des métiers des musées qui se posent. Et là, sur 2 des interventions a été posée la question des métiers techniques. C'est vrai qu'on a été plusieurs, notamment au sein du conseil d'administration, à avoir déjà discuté sur ces problématiques internalisation, externalisation, parfois disparition ou mutualisation, et on a pressenti que ça pouvait être un sujet vraiment intéressant dans les prochaines années pour le réseau. Et Mathilde va nous donner un exemple très concret de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit d'avoir un designer au sein d'une structure.